Messieurs, soyez les bienvenus à cette conversation, cette rencontre avec notre l'invité du Festival international du film fantastique de Gérardmer pour sa 29e édition. En effet, le festival a invité quelqu'un de très important, quelqu'un que vous aimez, que vous connaissez, qui a marqué le genre humoristico-horrifique. Mais comme vous pouvez le constater, je n'en parle pas très bien. Donc je vais inviter sur cette scène la personne qui va animer cette rencontre et qui en parlera bien mieux que moi. Aussi, merci d'applaudir la journaliste Caroline Vier. Ça marche? Ouais. Bon, alors si vous êtes là, je suppose que vous savez qui est Edgar Wright, que vous avez certainement vu certains de ses films, voire tous. Donc je pense qu'on va pas, je vais pas vous expliquer les choses pendant des siècles. Edgar Wright, c'est quelqu'un qui aime le cinéma de genre, et nous, on l'aime pour ça, et ben, il va venir me rejoindre sur scène. Edgar Wright. Check the sound. Hello, hello. Oh, great. Bonjour, bonjour. So this is Edgar Wright. And please tell me, from what I gathered, there were some films that... you live in music. Music, I wasn't talking about that, but let's talk about music, you know, when you no more music, so we'll talk about that later. So seriously, which was the horror film that made you a director? I think there are two of them that really were important for you. Yeah, I mean, I had a strange thing growing up where I was obsessed with horror films before I was allowed to watch them, because I guess my parents got me and my brother interested in genre cinema probably by the nature of the fact that those were the first films that we went to see. The first film I ever saw at the cinema was Star Wars, and then around that time it was all of the genre films of the day: Superman, Lord of the Rings, the animated one, like Star Trek the motion picture, Raiders, Close Encounters. But horror films, let me know when you want me to stop. I tend to do long answers, so please tell me. But horror films is something that I was kind of interested in but couldn't see, because I would read magazines like Starburst in the UK and Cine Fantastique, and but I'd read about horror films, but I wasn't old enough to see them, and my parents didn't have a VCR, so I would just have to imagine what they were like from the posters and from the articles that I've read. So there was definitely a period where I was like really wanted to see films like Alien, American Werewolf in London, The Thing, but I couldn't see them because I was too young to see them. So I would and I remember like vividly looking in the back of like Starburst and looking at the old posters of like Night of the Living Dead and Dawn of the Dead, and trying to imagine what the film would be like just from the poster. And so for a long time that was my horror fandom until I could actually see the movies. And then the great thing was, I guess, the movies didn't disappoint. And I guess like two key movies would be something like American Werewolf in London, because I had knew everything about it without seeing it, and then I finally saw it, or rather I saw half of it. The first time I tried to watch it when I was 10, my parents let me and my brother stay up, and then they decided halfway through the movie that no, we shouldn't be watching this, and sent us to bed. So that was always a big movie for me when I eventually saw it. And then later, it wasn't actually seeing The Evil Dead or Evil Dead 2, it was seeing a documentary on British TV about Sam Raimi. I saw this when I was 14, and Jonathan Ross, his TV host, did this series called The Incredibly Strange Film Show, and he did a whole hour on Sam Raimi. I hadn't seen either of those movies at that point, but just the story of the making of those movies made me think, that's what I want to do. And then I saw the movies as well, and again, they didn't disappoint. Sorry, that was a long answer.
It's okay, it's my job. Donc la question portait sur, c'est peut-être un peu fort, la question portait sur quels sont les films d'horreur que vous avez vus et qui vous ont donné envie de devenir réalisateur à votre tour. Alors, il nous dit, en fait, il y a quelque chose qui est assez étrange, c'est que j'étais obsédé par le genre fantastique, par les films d'horreur, j'étais vraiment obsédé par ça, avant même que j'ai pu en voir un seul moi-même, parce que ça a commencé quand j'étais vraiment très jeune. Il faut savoir que moi et mon frère, le premier film qu'on a vu, dont je peux me souvenir, c'est La Guerre des Étoiles. Et c'était vraiment le tout premier film. Après, évidemment, j'ai vu Superman, Le Seigneur des Anneaux, le premier, la série animée, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Rencontre du troisième type, etc. Mais j'ai vraiment été très plus qu'intéressé par les films d'horreur avant d'avoir pu les voir moi-même. Alors comment est-ce que cela est possible? C'est possible parce que je tombais souvent régulièrement sur des magazines qui s'appelaient à l'époque Ciné Fantastique, Starburst, donc j'étais vraiment très intéressé par tout ça. Mais à l'époque, mes parents n'avaient pas de magnétoscope VHS, donc en fait, je ne voyais pas les films, mais mon imaginaire était déjà en mode on, et je carburais à fond tout simplement en regardant les affiches des films en question qui étaient dans les magazines dont je viens de parler. Et donc voir les affiches des films, lire les petites phrases ici et là, et bien cela me suffisait pour faire démarrer mon imaginaire et imaginer quelle était l'histoire, quel était tout ça. Et j'étais fou d'envie de voir des films comme Alien, comme The Thing, comme Le Loup-garou de Londres, et je regardais les vieux posters comme La Nuit des Morts Vivants dans Starburst, et c'est vraiment ça qui a nourri mon imaginaire, encore une fois, avant même que j'ai pu voir les films. Mais il nous dit, quand j'ai vu les films peu après, eh bien ça ne m'a pas déçu du tout, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, donc j'étais vraiment bien parti mentalement, et il nous dit vraiment, je crois que le film qui a été pour moi une vraie révélation quand j'avais 10 ans seulement, c'est jeune, c'était Le Loup-garou de Londres. Et je me souviens qu'on a commencé à le regarder, mes parents, moi et mon frère, on a un peu soudoyé mes parents qui ont dit, bon allez d'accord, vous pouvez vous coucher tard, il n'y a pas de problème, on regarde Le Loup-garou de Londres. On a regardé Le Loup-garou de Londres, et puis en fait à la moitié du film, mes parents ont dit non, bon allez non, finalement c'est un peu too much, donc vous allez hop au lit. Et donc pendant assez longtemps finalement il n'a connu du Loup-garou de Londres que la moitié. Et puis alors après ensuite il a vu Evil Dead. Alors en fait il se rappelle pas très bien, c'est pas vraiment le film Evil Dead qu'il a vu, c'est plutôt un documentaire sur Sam Raimi et un documentaire sur la manière dont Sam Raimi tournait un film, réalisait un film. Il avait 13-14 ans à peu près, et lorsqu'il a vu ce documentaire, lorsqu'il a vu Sam Raimi créer ce film, eh bien, encore une fois, avant même d'avoir vu le film, il s'est dit, c'est ça que je veux faire. It was a production model for you, Evil Dead, because Shaun of the Dead was a little film with no budget, not a lot of budget, and little by little it grew with more money and money and money. But would you consider Shaun of the Dead being your Evil Dead? No, not really in the sense that I had actually already made a film when It's full of fingers. Yeah, when I was 20 years old, I made a really low budget film. And I guess when I did that, I was more trying to sort of make my own Evil Dead. Not like a horror film, but just like a super low budget film. And I guess around that time, by the time I did that film, you know, there was not just Evil Dead, but, you know, it was also kind of, I guess, hearing stories about people from outside Hollywood, how they got their start, and, you know, in a pre-internet age where you had to rely on magazines and books and stuff to kind of find out this stuff, you know, so I guess it was not just the stories of Sam Raimi, but then later like Peter Jackson making Bad Taste and Robert Rodriguez making El Mariachi, that you were like, oh my God, this is possible, you know, you could do it. So I guess Fistful of Fingers, the first film I made when I was 20, was more like that, of like really like no budget filmmaking. Shaun of the Dead was like 9 years later, and by this time I had done a lot of TV comedy, and so, but I always saw Shaun of the, because nobody had seen Fistful of Fingers, I always saw Shaun of the Dead as my second chance to make my first movie. And I think a lot of people who made Shaun of the Dead had never even seen my first movie. They weren't even aware that I'd even done one. So it wasn't really that, I think by the time I did Shaun of the Dead, I was just kind of really just having done the other movie, much more kind of had a bit more knowledge of like really what it takes, and just wanting to go into that production with like, you know, just so super planned just to try and pull it off. I just kind of felt like I got my second chance to make a movie, and I probably wasn't going to get a third chance to make a first movie, so I really just like sort of
bet everything on Shaun of the Dead. La question portait sur Evil Dead, on vient de l'entendre. Evil Dead était un modèle, et la question c'était Shaun of the Dead, c'est un film que vous avez fait avec peut-être pas de budget, mais enfin vraiment un budget très très restreint. Et donc la question, est-ce que c'était votre propre Evil Dead? Et il nous dit, quelque part non, parce que j'avais fait un film avant qui s'appelle Fistful of Fingers, et là pour le coup c'était un film. How old were you, Fistful of Fingers? 20. Oui, il avait 20 ans, et c'était là pour le coup c'était un film qui était vraiment un petit budget, c'est-à-dire plus petit que petit, un micro-budget, et dans cette époque c'était avant Internet, ou en tout cas au tout début d'Internet, donc c'était très difficile de trouver des informations, et pour trouver des informations, pour s'informer sur la production d'un film de genre, eh bien, il nous dit, on s'appuyait surtout sur des magazines, sur des livres, donc c'est comme ça, il a commencé à lire beaucoup d'articles, beaucoup de livres sur la question, et puis il s'est renseigné notamment sur le premier film de Peter Jackson, Bad Taste, sur le film de Robert Rodriguez, El Mariachi, encore une fois des films très créatifs, mais avec très peu d'argent, et donc il s'est renseigné là-dessus. Et lorsque 9 ans plus tard, il a fait Shaun of the Dead, eh bien, entre-temps, dans ces 9 années qui ont séparé son premier film de Shaun of the Dead, eh bien il y a eu beaucoup, il a travaillé pour la télévision, il a fait des vidéos, il a fait des publicités, il a fait de la comédie aussi pour la télévision, et donc il a appris beaucoup de choses. Et il s'est dit, bon voilà, là maintenant je pense avoir un petit peu plus de bagage, et je peux tenter de faire mon film, mon Evil Dead on va dire, mon film, et c'est ma deuxième chance. Et il s'est dit, il faut quand même pas que je me loupe, parce qu'il y aura peut-être pas de troisième chance. Et donc, et à cette époque-là, beaucoup de gens en fait n'avaient jamais vu son film, et encore maintenant, quand des gens lui parlent de ses débuts au cinéma, ils lui parlent de Shaun of the Dead. Il n'y a pas tant de gens que ça qui ont vu Fistful of Fingers. Mais voilà, il avait un petit peu plus de connaissances à ce moment-là. Il avait déjà tâté, goûté de la production, et donc il s'est dit que peut-être il pourrait réussir à faire ce deuxième film. So Shaun of the Dead, World's End and Hot Fuzz are known as a Cornetto trilogy. What's your deal with Cornetto? It was never meant to be a trilogy. The reason that came about is because in Shaun of the Dead, Nick Frost's character asks for a cornetto when he's hungover, and that came about because when I was at art college, one day I was very, very hungover, and I ate a cornetto and I felt a lot better, and I was like, this is my hangover cure. So we wrote that into the script, like in the morning when they're hungover, Shaun asks, do you want anything from the shops? And he says, cornetto, which is, in the UK would always get like a big laugh. In the States, like nothing, because they don't know what cornettos are. So that was it, that was the joke. And then at the premiere of Shaun of the Dead, they gave us like free cornettos at the premiere, and I thought, oh my God, free ice cream. This is amazing. So when we were writing Hot Fuzz, we decided to write cornettos into the second script as well, on the basis of getting more free ice cream. And at the premiere for Hot Fuzz, there was no free ice cream. And I was like to Simon, like, we've been robbed. So then like a journalist, when we were promoting Hot Fuzz, said, oh, you've mentioned cornettos in both of your movies. Does this mean you're going to do a trilogy? And I just said, yes, it's going to be like Krzysztof Kieślowski's Three Colors trilogy, but it's going to be the 3 flavors of cornetto. And then that stuck, and then every journalist on that press tour asked us about that. And so the more we would repeat the story, it felt like a prophecy like, that we had to fulfill. But that's basically how it came about. You're lucky you didn't say you were going to do 10 films, like Kieślowski did also. Yeah. La question There are portait 10 flavors of cornettos now, so. La question portait sur le fait que les 3 premiers, enfin en fait le 2e, 3e et 4e film, donc portaient sur quasiment le même thème, et ils ont eu ce surnom qui a été donné, et maintenant on les connaît comme étant les 3 films de la trilogie Cornetto. Cornetto donc est une marque de glace, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, il nous dit, au départ, ça ne devait pas être une trilogie. Edgar nous dit qu'en fait, lorsqu'on tournait Shaun of the Dead, j'ai écrit une petite scène dans laquelle le personnage qui est joué par Nick Frost, à un moment donné, il fait une bonne grosse cuite, il se sent pas très bien, et il prend un cornet de glace, un cornetto, il le mange, et il se sent beaucoup mieux. Et en fait, nous dit-il, c'est une histoire qui
m'est arrivé vraiment à moi, à un moment donné, lorsque j'étais au lycée, j'étais pas très bien non plus, hein, on va dire ça comme ça, et j'ai pris un cornetto, je me suis immédiatement senti beaucoup mieux, donc j'ai eu envie, voilà, de rajouter cette petite séquence dans le film. Et c'est quelque chose qui a beaucoup fait rire en Angleterre, vraiment beaucoup fait rire les spectateurs, alors qu'aux États-Unis, pas trop, parce qu'aux États-Unis, enfin pas du tout même, parce qu'aux États-Unis, c'est pas, il n'y a pas le même marketing, et donc la marque Cornetto, ça parle pas du tout aux gens là-bas. Mais en Angleterre, ça marche très bien. Et puis il a été assez surpris de voir que lorsque la maison de production a fait l'avant-première du film, l'avant-première officielle, eh bien il y avait plein de Cornetto. Alors là, pour lui, c'était formidable parce qu'il adore ça. Donc il s'est dit, ah c'est génial, bah, tiens, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais encore mettre une petite séquence avec des Cornetto dans le film suivant, donc Hot Fuzz, et comme ça, eh bien, on va encore avoir des Cornetto gratuits à l'avant-première. Donc il a écrit la scène, et puis il n'y avait pas de Cornetto. Alors il avait un peu mauvaise, et puis il en parlait comme ça, il racontait l'anecdote à un journaliste pendant la promotion de Hot Fuzz, et donc le journaliste lui dit, alors j'ai vu que vous aviez mis du Cornetto dans votre premier, donc dans Shaun of the Dead, et puis dans celui-ci, est-ce que vous allez faire une trilogie Cornetto, un peu comme Kieslowski? Et là Edgar a rebondi là-dessus et dit, oui exactement, on va faire la même trilogie comme Kieslowski a fait la trilogie des couleurs, bleu, blanc, rouge, et bien moi je vais faire la trilogie des goûts, des saveurs de Cornetto, et c'est comme ça qu'on va faire. Et donc en fait c'est resté, à partir de là, tous les autres journalistes ont rebondi dessus, et c'est presque devenu comme une prophétie, et à ce moment-là Caroline a ajouté, heureusement que vous n'avez pas fait 10 films différents avec 10 goûts différents, parce que à ce moment-là, voilà, ça n'aurait eu absolument aucun rapport. Can you tell us about the flavors, because each film has its specific flavor? Yeah, I mean, I think we really stretched to kind of like, justify that after the fact. No, I mean, this was not intentional. I guess it was, I mean, anything we say here is just like kind of like reaching, because it was never intended to be that. So, I mean, I guess like the strawberry one is blood, and the blue one is police, and then green is like whatever you want it to be. Et la question portait sur le fait que chaque film, quelque part, correspond effectivement à une saveur différente. Est-ce que c'était voulu? Et bien sûr, Edgar nous dit non, c'était pas du tout voulu. Là, on est en train de surinterpréter. Mais quelque part, oui, on pourrait dire que le Cornetto rouge, eh bien, c'est le sang du premier film. Qu'ensuite, le film policier, c'est Cornetto bleu. Et puis vert, eh bien, je sais pas. On arrivera bien à trouver un lien d'une manière ou d'une autre. There is an incredible scene in Shaun of the Dead. That's a scene where zombie invasion starts, and it's a continuous shot of Simon Pegg walking on the street and doing everything he does each morning, and without notice, so hungover that he doesn't notice that zombies are around him. Did you shoot that in one shot, and can you tell us about it? It was done in one take. I mean, we didn't have the money to do any fancy VFX stitching and stuff, but it was not only the first, it was not only one shot, but it was also the first shot of the shoot. The first day of the shoot, we shot those 2 shots, and we shot the second one first, where the zombies are there, and then we shot the first one second, because it was easier to clean up the streets than to trash them all. So I think it was like a very ambitious shot to start the entire production on, and I'm a big believer in doing that, and I've done similar things in my other movies where we started with a really ambitious shot as a way of like galvanizing the whole crew. And I think one of the things that happened with Shaun of the Dead is that the DP of Shaun of the Dead, David Dunlap, he was convinced that that shot was going to be cut out of the movie. And I remember like, when we were like location scouting, he was like, you're never going to use this shot in the movie. And I was like, what? Why not? And he goes, this is shoe leather. I'd never heard this expression before. Shoe leather means like boring, like just walking from one place to another. And I was so like mad that he'd said that it was going to be a boring shot that then me and the production designer and Simon went away and we like tripled the amount of detail. So it was like, okay, let's put like so much detail into this shot that it can't be cut out. So that was really like what we did, and that was like, and then it became, the thing was like sort of the signature shot of the movie. But it was a thing where like, I think like sort of, I think it was haunting me, the idea that the DP had said that it was going to be cut out. I was going, right, you're going to make it really good. La question portait sur, dans Shaun of the Dead, la séquence de l'invasion des zombies. Une séquence qui est tout à fait impressionnante en une seule prise. La séquence où Simon Pegg, en fait, revit
sa routine finalement. Et il est dans une telle cuite, il a la tête tellement dans le pâté qu'il ne se rend pas du tout compte en fait que tout ce qui est autour de lui ne ressemble pas du tout à ce qui se passe dans sa vie de tous les jours. Une séquence qui est vraiment impressionnante en termes techniques. Et donc, comment est-ce que vous avez fait, Edgar? Qui nous dit, eh bien oui, ça a été une séquence, un plan séquence, il n'y a pas de coupe dedans, et puis on n'avait pas, de toute façon, nous dit-il, on n'avait pas du tout l'argent nécessaire, le budget nécessaire pour ajouter des effets spéciaux super sympas ici et là. Donc c'est vraiment une prise. Et quelque part, c'était même la première prise qu'on a faite en fait. Parce qu'il nous dit, lorsqu'on a un plan, une séquence tellement réussie et formidable sur le plan technique, tellement difficile à réussir, et lorsqu'on a réussi dès le premier jour du tournage, ça galvanise toute l'équipe technique et qui tout à coup se dit, ah oui, alors là on est vraiment en train de faire un très bon film, et donc voilà, ça donne une bonne ambiance et une bonne dynamique sur le tournage. Donc en fait, il nous dit, on a fait les deux plans séquences, donc le plan séquence normal et le plan séquence pas normal, et on l'a fait, en fait on a d'abord fait le deuxième, on a d'abord tourné le deuxième, et ensuite on a tourné le premier, parce que c'était beaucoup plus facile, nettoyer les rues, etc. etc. Et donc c'est comme ça qu'on a fait, et il nous dit d'ailleurs, petite anecdote, le directeur de la photographie du film, en fait il était certain que le plan ne fonctionnerait pas, qu'il ne se retrouverait pas dans le film, et il l'a dit à Edgar, il lui a dit, à mon avis ce plan là on fait pour rien. Edgar lui a demandé, mais pourquoi tu dis ça? Et le directeur de la photo lui a dit, parce que ça va être chiant, c'est pas intéressant, quoi. Il n'y a pas d'intérêt à voir quelqu'un marcher comme ça dans la rue. Et lui, il s'est dit, ah, c'est ça, c'est comme ça, d'accord. Et donc en fait, ce qu'il a fait, c'est que dans le dos du directeur de la photographie, il a emmené le directeur de la production et Simon Pegg, et ils ont décidé de rajouter un maximum de détails, de petits détails ici, là, de petits easter eggs, etc. Vraiment partout, que la scène soit la plus chargée possible. Il a fait ça en fait de telle manière que finalement la scène ne puisse pas être coupée en petits morceaux, ne puisse pas être retirée du film, juste pour pouvoir dire au directeur de la photo, et ben voilà, maintenant tu vois, tu as eu tort, et le plan est dans le film. You seem to favor practical effects for your film, especially, for example, in Last Night in Soho. I was really impressed with the one in the first scene where they are together in the nightclub. Can you elaborate a bit on that, please? Yeah, I mean, I'm a big believer with the best visual effects are like a combination of practical in-camera effects, and then digital effects are about kind of enhancing or embellishing the shot. And in the case of Last Night in Soho, it was doing the effects in camera, it made it more difficult on one level in terms of actually like achieving that, because it required a lot of rehearsal and precision. But how it helps is that, on one hand, is that people watch the movie and sometimes they can't quite figure out how it's done or what they're watching. I think also it's just enormously helpful to the actors. So I think for Anya Taylor-Joy and Thomasin McKenzie, for them to always be acting in conjunction with each other, rather than separated and one of them doing them on a green screen after the fact, is like, I just think you just get a better performance out of them, and they're more invested in it and more engaged in it if they get to act together. So we just tried to work out all of those shots to try and do them for real, which, you know, and then involved a whole number of, like, every single trick in the book, like double sets, mirrors that don't actually exist, like identical twins playing other actors. So it was really fun to conceive, and like it was a tricky thing to pull off, because you sort of had to, if you didn't have the perfect take, it wasn't going to work, and it required everybody to be in exactly the right place at the right time. But it was I couldn't really think of any other way of doing it. And I think in this day and age, a lot of filmmakers use VFX as a crutch, like, and sometimes I think it's almost like lazy. Like, I think a lot of the big budget, like, effects films, you hear about shoots, people going like, the VFX people will, like, you know, figure that out. And I think it's kind of something where it's actually a failure of imagination not to try and figure out how much of it you can do in camera. J'ai pas réussi à écrire le dernier mot, mais je pense que je m'en souviens. Caroline a posé la question à Edgar, lui a dit, j'ai l'impression que vous êtes un réalisateur qui aimait particulièrement les effets pratiques, les effets en dur, à l'opposé des effets en images de synthèse. Et on l'a vu notamment dans le film Last Night in Soho, le dernier film en date d'Edgar. Il nous dit que pour lui, vraiment, les meilleurs effets spéciaux sont des effets spéciaux qui sont faits en vrai, en dur,
devant la caméra. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Sur un film comme Last Night in Soho, bien sûr, ça a rendu le travail beaucoup plus difficile. On a été obligé de faire énormément de répétitions, encore et encore, pour arriver au meilleur de chaque séquence. Mais pour moi, c'est vraiment important, me dit-il. Déjà, pour commencer, c'est très très pratique pour les comédiens qui peuvent jouer à son sens mieux lorsqu'ils sont vraiment avec les effets autour d'eux, qui voient ça, qui voient les choses se dérouler tout autour d'eux. Il nous dit, Tom et Anya, sur le tournage donc, de Last Night in Soho, étaient beaucoup plus investis dans leur personnage, dans l'histoire, dans le film tout simplement. Et puis alors, bien sûr, c'est également tout à fait intéressant pour un réalisateur de se dire comment je vais réussir à faire ceci, comment je vais réussir à faire cela, avec des effets spéciaux pratiques. Alors là, en l'occurrence, sur Last Night in Soho, il y avait des plateaux de tournage qui étaient exactement identiques, évidemment juste en opposé l'un et l'autre, mais c'était les mêmes. On tournait certaines séquences avec des comédiens, il y avait beaucoup de comédiens, notamment à l'arrière, des personnages qui étaient joués par des jumeaux complètement identiques, etc., etc., des petites choses, des petits trucs qui sont assez anciens, mais qui fonctionnent très très bien. Et puis alors, bien sûr, c'est compliqué, parce que lorsqu'on tourne un film de cette manière-là, on est toujours obligé d'essayer d'avoir le meilleur plan, la meilleure prise, le meilleur jeu. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Et il nous dit que malheureusement, les effets spéciaux en images de synthèse, eh bien, ça rend parfois les réalisateurs un peu feignants quelque part, parce qu'on se dit, voilà, là on a fait une séquence, c'est pas parfait, il manque plein de trucs, mais c'est pas grave, celui qui s'occupe des images de synthèse fera ça plus tard. Et quelque part, il nous dit, c'est presque comme un échec de l'imagination des réalisateurs et des créatifs autour des films qui sont réalisés aujourd'hui. Does it mean that you storyboard precisely everything? And for example, for Baby Driver, it's not actors, but it's actually car chase. Was it more difficult, or was it easier because it's subject and not and not people? Well, it's not easier. Like, I mean, I have ever since Shaun of the Dead. I mean, I do storyboards to everything, and I think part of that is just having like a roadmap. Like, even if things change, you're going into a production, and anybody who wants to see the boards has a very clear idea of how it's going to be shot. And sometimes that's like a budget thing, like because if you're trying to work out how to do some effects, you've planned it out. So it's like, but usually it's just something where I think just probably comes from having done TV. Is like if you're trying to do sequences that are more ambitious than the time and the money you have, one way to kind of like get through that or kind of achieve the results is to sort of have a plan. So you're not wasting like an hour, 2 hours at the start of the day trying to figure it out, or sitting around with the actors kind of like, you come to work with a plan. So I like to, when I'm shooting, I like to be shooting. It's like when we get to set, we want to do our first shot within half an hour. You know, everybody knows what the plan is. You rehearse before the shoot, if you can, like try and rehearse with all the actors. So that's really the way that I work. And Baby Driver, like, even though it had car elements to it, that didn't make it easier. It was, I mean, doing car stuff is really difficult. But at least you have like a plan. And like in Baby Driver and Last Night in Soho, where there's a lot of sequences that are set to music, again, that adds an extra level of complication. Then on the flip side, the scene is only as long as the song. So it's something where everybody knows like what the beginning, middle, and end of the sequence is. So that's really the way that I like to work. That's not to say that there's anything wrong with like wildly improvising or like finding a movie during the shoot, which lots of great directors do, but it's just the way that my brain works. It's just I like to have a plan of action. Caroline posait la question, est-ce que vous faites beaucoup de storyboard, est-ce que vous dessinez, est-ce que vous planifiez beaucoup de séquences dans vos films, comme par exemple la séquence de la poursuite en voiture dans Baby Driver. Et Edgar nous dit qu'en fait il dessine des storyboards pour tous ses films depuis Shaun of the Dead, donc quasiment depuis le début en fait, parce que c'est très pratique, nous dit-il. C'est un peu comme si on avait un plan pour aller d'un point A à un point B, et il nous dit d'ailleurs que lors du tournage, il a toujours donc son petit storyboard avec lui, et finalement tous les gens qui travaillent sur le film, acteurs, équipe, etc., vont jeter un œil pour savoir qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire ceci, comment on va faire cela, etc. Donc c'est très pratique pour tout le monde sur le tournage. Et puis c'est aussi une histoire de budget, parce que lorsqu'on dessine tout, lorsqu'on planifie tout sur le papier,
quand tout est dessiné, c'est beaucoup plus pratique pour prévoir. Alors donc là, clairement, on va avoir besoin de ceci, de cela, et donc on sait à peu près combien ça va coûter, et ça permet de planifier, c'est-à-dire que ça permet de ne pas perdre trop de temps lors du tournage en lui-même des séquences en question. Donc lui, par exemple, on allume la caméra, le plateau de tournage s'anime, et il sait qu'au bout de 30 minutes, eh ben, les premiers plans du film, ça y est, c'est fait, ils sont dans la boîte. Parce qu'ils ne vont pas perdre de temps à se demander est-ce qu'on met la caméra là, est-ce qu'on pose... Non, c'est déjà fait, voilà. Le storyboard est déjà fait, donc tout le monde est au courant de ce qu'il faut faire. Pour revenir brièvement après sur la scène de la poursuite en voiture dans Baby Driver, il nous dit qu'il faut savoir que storyboard ou pas, de toute façon, une séquence de poursuite en voiture, c'est très compliqué, c'est l'enfer à tourner, et donc là, ça a été encore une fois ce qui s'est passé. Mais il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est que dans le film Baby Driver, les séquences de poursuite en voiture étaient calées, étaient synchronisées avec des morceaux de musique, si vous vous rappelez du film, et donc ça c'était très pratique, parce qu'on savait exactement que telle poursuite allait durer 3 minutes 30 par exemple, donc on savait où était le début, le milieu et la fin, et ça c'est quand même très pratique, et ça apaise les personnes qui travaillent sur ce genre de séquences très compliquées à mettre en boîte. So music seems to be very important in all your films. Does it mean that you write in music, that you write on music, and that you plan everything with music? For the last 2 movies, for sure. Like with, I guess I had done sequences in Spaced, the TV show, and then in Shaun of the Dead, there's like a couple of sequences that are choreographed. Obviously, the Queen scene with the "Don't Stop Me Now" song was the first time that I'd really done a whole scene that was choreographed to a song, and I really liked doing that, and I like working with choreographers. And then there are other parts in the other movies, and Scott Pilgrim has a lot of musical set pieces. But I guess Baby Driver was it was leading up to the idea of how do I do a film that's all that, like every single scene is like that. And so when I was writing that script, I wrote to the songs, and I would wouldn't start a new scene unless I had the right song. So I would always write with that in mind. And then Last Night in Soho was similar, more in terms of the particular sequences to songs. But I definitely wrote with the songs in mind, and knowing what song was going to go in what place. And in both of those cases, the choice of songs and the sequence that they're in didn't really change from the conception of the script to the finished thing. And then the key thing to do is to clear the songs before you start shooting. You don't want to, for any aspiring filmmakers out there, do not want to shoot a scene with a song in mind and not know that you definitely have it, because otherwise you'll be very disappointed when you have to change that song. So in the case of Baby Driver and Last Night in Soho, we worked with a music supervisor to clear all the songs before we started shooting. So then when you're shooting the scenes, you can play the songs, sometimes out loud, sometimes the actors have it in their ear, sometimes it will just be part of the song. But it's a great gift, again, to be able to I feel like in a lot of ways that music generally inspires me to write. It's the thing that will get me writing is listening to the right music. La question portait sur la musique est importante pour vous, on l'a vu dans la plupart de vos films, et la question c'était, est-ce que notamment vous écrivez, quand vous écrivez des séquences, des films, est-ce que vous écrivez en écoutant la musique qui donc va probablement sûrement se retrouver dans la séquence, dans le film en question. Et Edgar nous dit que sur ces 2 derniers films, en tout cas, oui, clairement la réponse est oui. Sur Spaced, la série télé sur laquelle il avait travaillé, sur Shaun of the Dead, il y avait 1 ou 2 séquences qui étaient chorégraphiées, et c'est quelque chose qu'il avait aimé, c'est quelque chose qu'il avait aimé faire. Et dans Baby Driver, c'est un peu la même chose, et c'est avec ce film-là qu'il a commencé à écrire en écoutant les musiques qu'il voulait avoir dans le film. Donc oui, c'est vrai qu'il travaille avec de la musique, en tout cas, soit en écoutant de la musique, soit avec une certaine musique, une certaine chanson en tête lorsqu'il écrit telle ou telle séquence. Alors après, évidemment, le problème, c'est que les musiques, comme vous le savez probablement, sont protégées par des droits d'auteur. Donc évidemment, s'il écrit une scène avec une chanson très particulière en tête, il va vouloir cette chanson-là. Mais est-ce qu'il l'aura vraiment? C'est pas si sûr que ça. Donc dès qu'il a terminé d'écrire un scénario avec ces fameuses chansons en tête, il essaye très vite, lui et son directeur de production, d'acheter les droits, de sécuriser les droits pour utiliser dans le film. Parce que si jamais il écrit un film, une séquence avec une certaine musique et qu'il ne peut pas avoir les droits,
moi, à ce moment-là, en tant que réalisateur, ça, on fait vraiment face à une grosse déception. Donc c'est vraiment le premier travail, c'est d'être sûr et certain qu'on peut utiliser ces musiques-là dans le film, et quand c'est le cas, c'est formidable, parce qu'il nous dit même au moment du tournage, eh bien, on peut écouter la musique en question, soit avec des haut-parleurs, donc tout le monde en profite, soit dans des petits casques qu'on ne voit pas dans les oreilles des comédiens, et ça les aide vraiment, ça aide tout le monde à être dans le mood, dans l'ambiance du tournage, donc de cette séquence particulièrement. Donc oui, voilà, tout ça pour dire au final, nous dit Edgar, que la musique l'inspire beaucoup. What I really like also is that you mix genre, and most of your films are extremely humorous. They're not comedies, they are just funny. But you don't make fun of the movies you're talking about. You don't try to make parody. Do you agree on that? I think for me they're love letters to the genre more than parodies. Yeah, when Shaun of the Dead first came out and we did press, like, whenever me and Simon would hear the word spoof, it would make us bristle, because I guess there's a difference between like something that's really affectionate about the genre. In our head, like, Shaun of the Dead was made in the same universe as the George Romero films. And the problem isn't funny, the characters are funny, the characters' reactions are funny. So we would always call them like Valentines, because, you know, like when you get things like, if you watch like some of the Mel Brooks films, like you watch Young Frankenstein or Blazing Saddles, it's clear that he loves those genres. With High Anxiety, it's clear that he loves Hitchcock. By the time you get to Spaceballs, maybe not so much. He doesn't like Star Wars as much. Or if you watch the scary movie films, it doesn't seem like the makers of those movies like horror films at all. Like, so Shaun and Hot Fuzz were done out of a love for the genre. So we always like to call them Valentines instead of like parodies. Mais la question portait sur le fait qu'Edgar, dans ses films, il mélange les genres, il marie deux genres qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux. Donc, par exemple, il fait un film, il fait rire avec un film qui n'est pas une comédie, mais quelque part est un film d'horreur, mais pas complètement. Donc, il réussit quelque chose, mais jamais en sombrant dans la parodie pure et simple, dans la satire, dans la parodie pure et simple. Et il nous dit qu'avec Shaun of the Dead, par exemple, on voit bien en voyant le film, en l'analysant aujourd'hui, en le voyant aujourd'hui, à quel point le genre est un genre qu'il affectionne particulièrement. Il ne se moque pas du genre, mais il arrive à insuffler quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu, et c'est ça qui est intéressant. C'est la réaction des personnages qui est drôle. C'est pas vraiment les personnages en eux-mêmes, comme on peut l'avoir dans une comédie, c'est pas une comédie de situation, mais leur réaction par rapport à ce qui leur tombe dessus est drôle parce qu'on s'y attend pas dans ce genre de film, dans ce genre de stéréotypes. Et il nous dit que lui, par exemple, il aime beaucoup voir les films de Mel Brooks qui faisaient un peu la même chose, qui insufflaient tout à coup beaucoup de comédie dans un film historique. Bon, peut-être quand il a vu le film Spaceballs, dont j'ai oublié le titre français, je vous demande de me pardonner. La folle histoire de l'espace, merci. Dans La folle histoire de l'espace, par exemple, on l'a peut-être qu'il n'a peut-être pas tant d'amour que ça pour le genre des films des étoiles, la guerre des étoiles et compagnie, mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, en tout cas, lorsqu'il a fait notamment Shaun of the Dead et Hot Fuzz, très clairement, il ne se moque pas du tout des films policiers, films d'horreur, films de zombies, mais simplement, il ajoute ce petit quelque chose qui ajoute de l'inattendu. And Romero loved Shaun of the Dead, and you even end up with Simon Pegg and In Land of the Dead. Can you tell us a little about that? Yeah, I always feel like talking to George Romero was the day that my world got smaller, because he was one of the first people outside the makers of the film to see the movie, because he'd made a lot of movies with Universal, and I felt like, maybe we should show it to George Romero, because I felt like strange. The idea of making it and him not being okay with that would have destroyed me. So we reached out to him. This was before the movie came out, and Universal screened it for him whilst he was on holiday. And the thing I remember about that is that he watched it in a cinema on his own in Florida, apparently, and a Universal security guard watched it with him. And I thought, that's funny, because the only person who should be allowed to pirate the movie and make money off it should be George Romero. So later that night, we were in London. I remember it really vividly, and we both got a call from George Romero, and like hearing this voice that you'd only heard on commentaries down the line talking about the movie was just like a mind blower. And so that was the first thing, and then he gave us a poster quote, and then he invited us to be zombies
in Land of the Dead. So we flew over to Toronto and we did a little cameo. And we didn't really do too many takes, but I remember we were in a scene with an actress who's screaming, and we were behind him chained up as zombies. It was like a take a photo with a zombie. And he came up and gave notes to the actress, and then he turned to us and he goes, "You guys know what you're doing." So I remember that very vividly. And the other thing I remember as well, something that George Romero said to me, which kind of like stuck in my head, because I've like hopefully done films in lots of different genres, is I remember that we had coffee with him afterwards, and he said, "What are you guys doing next?" And I said, "Oh, we're writing this kind of cop film, like an action film." And he goes, "Oh, so it's not a horror film?" And I said, "No." And he goes, "Oh, so you're getting out." And it really, really stuck with me that he said that. Je vais essayer de la faire courte, parce que sinon on n'aura pas le temps. Oui, la question portait sur George Romero, évidemment. George Romero est une légende du genre, quelqu'un qui vous a forcément influencé, en tout cas qui a été à l'origine de beaucoup de choses. Et on sait que George Romero a beaucoup aimé Shaun of the Dead notamment, et puis les autres films également, Dead Guy Right. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Il nous dit, en fait, lorsqu'on a fait Shaun of the Dead, et puis que le film était terminé, il s'est dit quand même... Il a commencé à se sentir pas trop bien, il s'est dit, attendez, c'est clair que le grand maître, la grande référence du film de zombie, du film de mort-vivant, c'est George Romero, donc ce serait quand même pas mal qu'on essaye de le joindre d'une manière ou d'une autre avant que le film sorte, qu'on essaye de lui faire voir pour être sûr qu'il le prenne pas mal, entre guillemets. Et donc la maison de production Universal s'est renseignée, contacté George Romero pour essayer de l'inviter à une projection privée. Et puis ils ont réussi, donc en Floride. George Romero est allé dans un cinéma pour voir le film en avant-première, juste pour lui, quoi. Et puis alors, il a appris, il n'y était pas lui-même, Edgar nous dit, il n'était pas lui-même, il a appris que lorsque George Romero a été voir le film, donc en avant-première privée, etc., eh bien, il était accompagné d'un membre de la sécurité de Universal qui était là, en fait, juste avec lui pour être sûr que George Romero ne filme pas le film lui-même pour le distribuer. Et il nous dit, c'est complètement idiot, parce que s'il y a une personne sur Terre qui aurait vraiment légitimement le droit de pirater Shaun of the Dead, c'est quand même George Romero. Mais bon, voilà, en tout cas, il ne l'a pas piraté. Et puis il nous dit, quelques jours après, il a reçu un coup de fil. Il était à Londres et il a reçu un coup de fil de George Romero. Et il nous dit, lorsque j'ai décroché le téléphone et que j'ai entendu sa voix, c'est vrai que là, vraiment, très très clairement, ça fait quelque chose. On a été absolument éblouis. Et puis alors, peu de temps après, il les a invités à venir sur le tournage de son propre film. Et il nous dit qu'il a tourné une séquence, que c'était formidable, un petit caméo comme ça, etc., etc. Et pour revenir sur George Romero, il nous dit qu'après avoir tourné donc ce petit caméo dans son film, il a pris un café avec lui, with Simon, right? You were with Simon. Lui et Simon Pegg étaient donc sur le tournage. Ils ont pris un café avec George Romero et George Romero leur a posé la question. Il leur a dit, bon alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quel est votre prochain projet? Et Edgar lui a dit, on va faire un film qui va se tourner, un film policier avec des flics, un peu différent évidemment, mais un truc comme ça. Et là, George Romero leur a dit, ah bon, c'est pas un film de zombies? Vous voulez dire que vous êtes en train de quitter le genre, de sortir du truc, parce que pour lui c'était vraiment ça, quand on est rentré dans le genre, on reste dans le genre. Et là tout à coup c'était hop, on sort du truc. Et voilà, c'est le dernier souvenir qu'il a donc de cette conversation qu'il a eue avec le maître George Romero. Talking about Easter eggs and cameos, that's something that you do a lot too. How do you deal with that? Is that proof that you're still having a lot of fun, even if you're doing more and more difficult movies? I don't know. I mean, it's not something I plan to do. It's usually something that comes up. Like, sort of, I'm trying to even think, sort of, what are some recent ones? I can tell you the story of how I ended up doing them. You get all the same actors, for example, even very small part. That's what or the Cornetto. Oh, I see. Yeah. I guess in the Cornetto films, after the second one, we decided there were only a few actors who'd been in 1 and 2, so we decided all of those actors had to be in the third one. And so that was quite a select bunch. It was like Simon, Nick, Bill Nighy, Martin Freeman, Rafe Spall, Julia Deacon, and these identical twins who were like in Zombies, like Kevin and Nick Wilson, and Patricia Franklin. Those were like the actors that were. So it was like we found like they had to be in the third one.
and Bill Nye just appears as the voice of the network, but it was like important for us. I thought like it's a good trivia question because then you can say later, it's like which actors are in all 3 movies? Or you have Indiana Jones also, you know, when he's running and you have his face, or Nick Frost's face, you know, on a big close-up with yelling. You don't remember that? What's the thing? It's you know, you have Nick Frost is running he's in pursuit, and suddenly you have a shot on his face. And it's exactly like Indiana Jones, like... I think that's Simon, actually. That's like Simon, I'm sorry. They look yeah, alike. I know the bit you mean, yeah. Oui, la question portait sur les caméos. C'est vrai que on voit notamment Edgar faire quelques caméos dans ses films. Est-ce que c'était quelque chose, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et Edgar nous dit qu'il faut savoir qu'en fait ce qui se passe, c'est que dans la trilogie donc Cornetto dont on parlait tout à l'heure, il y avait en fait finalement pas tant d'acteurs que ça qui étaient à la fois dans le premier, donc Shaun of the Dead, et dans le deuxième, Hot Fuzz. Et finalement on s'est dit, quand on a fait le 3e film et qu'on a compris, lui dit-il, que ce serait donc le dernier d'une trilogie, c'est là qu'on s'est dit que ce serait pas mal de faire en sorte que tous les comédiens, qui sont pas tant que ça finalement, 5-6 comédiens qui sont dans les 2 premiers films, logiquement devraient se retrouver dans le 3e. Et c'est ça qui a donné cette espèce d'envie qu'on a eu de faire, d'ajouter des petits caméos comme ça, parce qu'on savait que les personnes qui ont vu les 2 premiers apprécieraient beaucoup ça. Donc c'est pour ça que Simon, que Nick, que Martin Freeman, que Patricia Franklin, donc encore une fois les 5 ou 6 personnes qu'on voit dans les 2 premiers, se sont retrouvées dedans. C'était peut-être pas quelque chose qui était important pour les producteurs, mais c'était important pour nous, voilà, tout simplement. Et puis après vous avez donc parlé de cette séquence avec Simon qui n'est pas Nick Frost. Pareil. Mais pas Same. You use genre to talk sometimes about very serious matters like friendship, loyalty, and do you think that the genre is the best way to talk about serious matters, like a kind of matter-of-factly and? I guess some of it is like you know you don't set out to. I think some of that stuff comes up organically, but. I mean, the best of genre is talking about something else that's just the surface level. And I sort of believe that with genre films you can kind of reach a broader audience than you would do maybe with a drama with the same subject. And so I think there are things like in some of the movies where the real sort of theme of the film is not kind of what's in the synopsis, and maybe you process that subconsciously, or maybe you sort of like kind of it appears to you kind of like very quickly, but I think that's great. I mean, I think there's like, I think a lot of my favorite horror films that I grew up with are sort of like metaphors for something else. I feel like maybe more recently there's like less movies where I feel like I can kind of parse out exactly what the meaning is, but like I always think it's a sort of an interesting thing to talk about something like in life, or like sort of or that's personal, or like you know in politics, or kind of like sort of sociology. Like I think that's always like really interesting. But some of those things come up organically, and some of it is you're just kind of like doing something that's somewhat autobiographical. Like there's tons of elements of particularly Shaun and The World's End and Last Night in Soho, and even something like Hot Fuzz, where there are big autobiographical elements in them that I feel like sort of you know, that you can kind of, like a genre film is like a Trojan horse, where you can kind of like sort of get a lot of other stuff in there under the auspices of being a horror film or an action film or a sci-fi film. La question portait sur le fait que dans vos films sont drôles, sont des comédies, films d'horreur, etc. Mais à chaque fois, il y a quand même toujours 1 ou 2 ou 3 sujets assez sérieux, pour ne pas dire assez graves, qui sont dans vos films dont vous parlez. Vous parlez de l'amitié, du sens réel de l'amitié, vous parlez de la jalousie, de beaucoup de choses. Et toujours, en fait, en vous servant du genre, comme d'un prisme dans lequel vous allez parler de ces choses peut-être un peu inattendues, en tout cas dans le cadre du cinéma de genre. Et Edgar nous dit que, quelque part, il nous dit que
c'est aussi une des choses qu'il préfère avec le cinéma de genre, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est peut-être pas caché, mais qui est en tout cas sous-jacent, un discours sous-jacent, parce que le genre permet vraiment facilement, quelque part, de parler d'autre chose. On peut se servir du genre pour parler d'autre chose, et on peut s'en servir, on devrait s'en servir toujours. Pourquoi ? Parce que si on fait un film dramatique par exemple, pour parler d'un sujet grave, eh bien peut-être que peu de gens vont aller le voir, alors que tout à coup parler du même sujet, mais dans le cadre du genre, ça permet de parler de ce sujet-là à un public beaucoup plus large, de toucher un public plus large. Et c'est aussi ce qui l'intéresse. Le thème de ces films ne se trouve pas forcément dans le synopsis, c'est quelque chose qui est inconscient bien souvent, et d'ailleurs dans la plupart des grands films qu'il a vus, des films qu'il a vraiment appréciés lorsqu'il a grandi lui-même, il nous dit qu'il y avait beaucoup de choses, qu'il s'est rendu compte en fait que beaucoup des films qu'il aimait étaient des métaphores qui parlaient d'autres choses en même temps. Et pour lui, c'est vraiment intéressant de se servir de genre pour parler de la vie, pour parler de la politique, pour parler de philosophie, pour parler de plein d'autres choses. Mais c'est pas toujours fait de manière organique, c'est aussi quelque chose qui vient du fait, par exemple, que lui, lorsqu'il écrit ses scénarios, ce sont des scénarios qui sont aussi très autobiographiques. Il met beaucoup de lui-même et beaucoup de ses propres expériences, ici et là, disséminées un peu partout dans ses histoires. C'est très vrai pour Shaun of the Dead, c'est très vrai pour Le Dernier Pub avant la fin du monde, World's End, c'est très vrai pour Last Night in Soho, c'est très vrai pour tous ces films en fait. En fait, il nous dit que selon lui, le film de genre, c'est un peu comme un cheval de Troie. Voilà, il y a ce film de genre qui vient, on se dit, on va voir un film d'horreur, et puis tout à coup, le cheval de Troie s'ouvre, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans le film, on s'en rend compte un petit peu après. In many of your films, people are going back in time, one way or another. Do you consider yourself as nostalgic? I do, but I think maybe in the case of The World's End and Last Night in Soho, I start to question that. It sort of starts to bug me how nostalgic I am, and I guess the inspiration for Last Night in Soho was an attempt to cure my nostalgia, because I would think about it a lot, about going back in time, and then you start to sort of realize that nostalgia is not an escape, it's a retreat, you know, and that can't be a healthy thing. You sort of have to kind of live in the present day. So I was always kind of like, had been like that, and then would start to sort of question it. So I hope, you know, like both The World's End and Last Night in Soho are critical of the benefits of nostalgia. Oui, la question portait sur le fait que dans pas mal de vos films, en fait, les personnages reviennent dans le temps, sont des voyageurs temporels. Est-ce que cela voudrait dire que vous êtes vous-même imprégné d'une certaine nostalgie qu'on voit particulièrement avec Last Night in Soho, mais pas que. Et Edgar nous dit que, en fait, bon, clairement, la nostalgie, c'est quelque chose qui le travaille depuis assez longtemps. Pourquoi il est nostalgique, etc. Mais c'est une question qu'il a arrêté de se poser maintenant parce qu'il a déjà exploré ce thème dans quelques-uns, donc effectivement, de ses films. Et en fait, il nous dit même que le film Last Night in Soho, il l'a presque fait. L'origine du film, c'est presque pour lui d'essayer de trouver comme un remède à sa nostalgie qui est prégnante. Et donc il a essayé de boucler la boucle. Et il s'est rendu compte avec ce film que la nostalgie, donc représentée bien souvent par ce voyage temporel, eh bien c'est une manière pour lui de juste l'espace d'un instant de revenir à un moment donné où tout était, je sais pas, plus simple, plus ceci, plus cela. Mais c'est pas forcément une échappatoire. C'est vraiment juste l'espace d'un instant, parce que sinon, me dit-il, c'est pas très très bon de vivre dans le passé. Et voilà. Donc voilà ce qu'il avait à dire sur cette nostalgie qui est la sienne. And that's the same with the coming of age. Most of your movies talk about that, even when they are mature, like in The World's End, where they're coming back to the past. Do you think yourself now you're a mature director, or are you still the pop culture geek that you were when you started doing movies? I don't know. I mean, I think the thing is that, like, I still consider myself a fan in the sense of still like a fan. I'm still like I mean, I guess a big part of it is also like you still kind of in love with the medium. It's like, yes, I am. And also, do you still go to the cinema as a paying customer? Yes, I do. You know, I think a lot of people in the industry, once they kind of like become successful, then, you know, aren't interested in like watching films anymore, or certainly not watching films with the public. So I sort of try to kind of like I want to still be,
I make movies because I want to kind of imagine that I'm the perfect person to see this movie. So that's how I tend to approach it. So I guess in that sense, you know, like, I don't see myself as moving beyond that. You make films as like a sort of an enthusiast for the form, you know? It's like, I think at any point where kind of people, like filmmakers, start to feel that the audience is somehow beneath them, is obviously a very dangerous line to cross, you know? Est-ce que vous vous considérez, je vais rétrécir la question, est-ce que vous vous considérez comme un réalisateur mature ayant atteint une certaine maturité de réalisateur, ou est-ce que vous vous considérez encore comme un geek, comme un fan pur et duré, c'est ça, et Edgar nous dit, quelque part je me considère encore tout simplement comme un fan du genre. J'ai encore cet amour du médium, j'ai encore cet amour du film, du médium, je suis encore excité, enthousiasmé comme quand j'étais plus jeune et moins connu, et d'ailleurs, nous dit-il, je continue moi-même à aller voir des films régulièrement dans des salles de cinéma, à payer ma place, à payer mon ticket, et à voir des films avec des spectateurs lambda autour de moi. Je n'ai pas... il nous dit, je connais maintenant qu'il fait évidemment partie du milieu des réalisateurs professionnels, il nous dit qu'il voit beaucoup de gens qui ne sont plus intéressés, qui ne vont plus dans les salles de cinéma, qui agissent ou qui réfléchissent un peu comme s'ils se trouvaient eux-mêmes au-dessus du lot des spectateurs, qui n'ont plus d'intérêt à aller voir un film avec, entre guillemets, la plèbe des spectateurs. Il a vraiment ressenti ça, il nous dit, lui en tout cas, en ce qui le concerne, c'est pas du tout ça. C'est toujours aussi important pour lui d'aller voir un film au milieu des autres spectateurs, c'est vraiment important. Il est exactement comme nous tous, il ne se considère pas comme étant au-delà de ça. Et il nous dit d'ailleurs que selon lui, pour un réalisateur, lorsqu'un réalisateur commence à réfléchir comme ça, c'est pas très bon, c'est pas très sain. C'est un peu bizarre quand même de commencer à réfléchir comme ça, ce qui encore une fois est le cas de beaucoup de gens. And a lot of directors nowadays, like I would think of Guillermo del Toro, Quentin Tarantino, Gareth Jennings, who might be your friends, love movies the way you do. Do you think that there is a fellowship of directors and that you are in a way like comrades? Well, I guess so, in the sense of I probably tend to gravitate towards the people who feel the same way about films that I do, and also that are still, like I said, enthusiasts who are still interested in kind of like, you know, new movies as much as watching older movies and stuff. So I guess so. I mean, that's a nice thing, you know, about kind of the businesses. You start to kind of meet other like minds and stuff, and that's obviously a beautiful thing. Il y a d'autres réalisateurs que l'on connaît, nous savons qu'il y a d'autres réalisateurs qui pensent également à peu près la même chose, des gens comme Guillermo del Toro, des gens comme Quentin Tarantino, qui sont peut-être vos amis d'ailleurs, demande Caroline. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme une espèce de confrérie de réalisateurs qui pensent un peu la même chose, qui ont le même point de vue sur les choses? Est-ce que vous faites partie peut-être d'un groupe d'amis? Quelle est votre relation aux autres réalisateurs par rapport à ce sujet-là? Edgar nous dit que c'est vrai que généralement il a cette tendance à graviter, à tourner autour, à graviter, c'est pas du tout un verbe, à tourner autour de personnes qui pensent, qui réfléchissent, qui aiment les mêmes choses que lui, voilà, tout simplement des gens qui sont enthousiastes encore et toujours autour du médium, du cinéma, que ce soit des films récents, des films plus anciens, qui ne sont pas sectaires, mais qui aiment le cinéma autant que lui. C'est vrai qu'il a tendance à s'entourer de ce genre de personnes, et donc à faire partie de ce genre de cercle. And how does it feel now, after being a fan for such a long time, to have your own fans who would use your film and maybe copy them and make homage to your own film? No, I mean, you can only be flattered and stuff. I think about the directors that I loved, and you know, the first thing you do when you're trying to make amateur movies is try and like rip off bits from your favorite movies. So, you know, when I was growing up, it would certainly be people like John Landis, John Carpenter, Joe Dante, Sam Raimi, Martin Scorsese. You know, like the first thing you do with a camera is try and figure out how they did the shots in their movies, but you don't have all the fancy equipment to do it, so you're trying to figure out the low budget way of doing that shot. So
So yeah, I've certainly been that person. So if somebody like then pays homage to me, then of course it's immensely flattering. Mais la question portait sur le fait que vous étiez vous-même fan pendant très longtemps de beaucoup de grands réalisateurs, et maintenant que vous-même êtes un réalisateur, un grand réalisateur, vous avez sans doute des fans qui vous rendent hommage, qui imitent peut-être, qui essaient d'approcher de certaines de vos propres séquences, de vos propres idées, qui reprennent certaines de vos propres idées. Comment est-ce que vous ressentez ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses, de vos propres fans et de vos propres suiveurs, on va dire? Et il nous dit comment être quoi que ce soit d'autre que flatté. Évidemment, ça le flatte, ça lui fait plaisir. Il nous dit, lorsque lui-même était un très jeune réalisateur et qu'il débutait, il faisait exactement la même chose. Effectivement, vous l'avez dit, il a vu et revu les films de gens comme John Landis, comme Joe Dante, comme Sam Raimi, comme Martin Scorsese. Et effectivement, lorsqu'il a commencé à prendre ses petites caméras, commencé à faire ses propres courts-métrages et ses propres films, eh bien, il s'est dit, tiens, il y a cette séquence dans ce film-là. Comment il a fait? Il a essayé de faire la même chose, de trouver les mêmes mouvements de caméra, mais en version low budget, donc avec des petites caméras. Et c'est comme ça qu'il a appris, tout simplement. Il a appris à faire des films en regardant les films des autres. Donc si certains apprennent de la même manière en regardant ses films, ça ne peut que lui faire plaisir. And to do film, you have to watch film, not yourself, but you think you have to be a movie buff to be able to do good films, or is it something important? I think there's lots. I mean, there's lots of great movies made by people who never really watch any other movies. So I don't think it's. I don't think it's the. It's something that I like to do in terms of I always kind of want to be conscious of film history, and I find myself frequently like going back rather than forwards. Is like you realise that the films that you grew up that you loved when you were younger were influenced by earlier movies. So I find myself going back. But of course, you don't have to like. It's not an entry level thing to making movies of how many movies you've seen. It's like just based on sort of personal taste. I happen to be endlessly fascinated by film history, so it's something that I enjoy doing. But I don't think there's no kind of like minimum level number of films you need to have watched to make movies. Mais la question portait sur, Caroline, de poser la question à Edgar, est-ce que selon vous, donc, cela veut dire que pour pouvoir faire des films, il faut d'abord voir des films, voir un maximum de films et s'imprégner de tout ce qu'on peut voir au cinéma? Et Edgar nous dit oui et non. Non, parce que il pense, il sait, il a vu déjà de très grands, très beaux films réalisés par des gens qui n'avaient rien vu auparavant, qui n'avaient vu aucun film, entre guillemets. Donc finalement, tout est possible. En ce qui le concerne, lui, c'est différent, parce que lui, donc, c'est vraiment un nerd, un film buff, un fan. On peut imaginer tous les mots que vous pouvez imaginer, mais c'est vraiment quelqu'un qui aime le cinéma, qui aime les films, donc il en a vu beaucoup, mais c'est vrai que quand il réfléchit au film que lui va faire, eh bien il essaye de penser et de regarder des films qui datent de vraiment encore plus avant et encore avant et encore avant. Il revient presque à l'origine du cinéma pour sa propre inspiration aujourd'hui, mais il nous dit que tout est possible. Voilà, tout simplement, ça vient sans doute d'autres choses et qu'il n'y a pas, selon lui, il n'y a pas de, on va dire, de liste minimum, de nombre minimum de films qu'il faut absolument avoir vu avant de prendre soi-même une caméra. Non, c'est pas forcément lié. Ça marche sans doute, mais c'est pas inéluctable. And in more recent film, which impressed you recently? Oh wow. I've been watching a lot of the awards films this year. I really enjoyed a lot of the international films this year, actually. What have I watched recently that I really loved? I really liked the Norwegian film, The Worst Person in the World. And I've been watching a lot of the international ones because I'm a voter on the Academy and the BAFTA, so like Drive My Car I really liked, Titan, Petite Maman, what else have I watched recently that I really loved? It'll come back to me, but lots. How do you watch them? You watch them on TV, or you? I try and see. I went to see Drive My Car at the cinema because it was 3 hours long, and I was thinking, okay, I'm going to the cinema to watch that one, so I can be fully immersed. I mean, I guess the coronavirus is normally I would go to the cinema more often, and I still, you know, London, the cinema's reopened, so I'm able to go, so as much as I can. But then, you know, obviously things have been kind of complicated. So as much as I can, I like to go and see the big screen. But if not, I'll watch it on a big screen at home.
La question portait sur les films que vous avez vus et que vous avez appréciés récemment, Edgar Wright. Et il nous dit que récemment, les films qui l'ont particulièrement intéressé, touché, c'est le cinéma international. Donc, pour lui, les films non britanniques, non anglais. C'est surtout ces films-là qui l'ont intéressé. Alors, évidemment, il en a vu beaucoup, mais il ne se souvient pas forcément tout de suite des titres, de quel film il a vu. Et il se souvient notamment du film Worst Person in the World, un film norvégien qu'il a... C'est Julie en 12 chapitres, je crois. Ah oui, 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 c'est ça, en 11 chapitres. Combien de chapitres? 12 chapitres, nous dit-on? Non, pas mieux. Moi j'ai dit 12. Voilà, donc 12 chapitres. Ou alors, A fight is going to break out. ou alors le film Petite Maman, par exemple, donc des films non britanniques, encore une fois. C'est ça qui l'a touché récemment, c'est plutôt les films donc, internationaux. Ensuite, Caroline lui a posé la question, est-ce que vous voulez regarder ces films-là sur un écran de télévision, sur un projecteur, enfin bref, à la maison, ou dans des salles de cinéma? Il nous dit que la plupart du temps, il essaye, quand c'est possible, autant que faire se peut, de les voir dans des salles de cinéma, notamment par exemple, il prend l'exemple du film Drive My Car, qui dure 3 heures, et il nous dit, lorsqu'un film dure 3 heures, j'ai vraiment envie de rentrer dedans, d'être complètement enveloppé dans le film, et ça, pour ça, il n'y a pas mieux qu'une salle de cinéma. Et comme à Londres, les salles de cinéma ont réouvert il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant il y va de plus en plus, mais quand c'est possible, quand c'est pas possible, quand il n'a pas le choix, eh ben, il les regarde à la maison, tout simplement. And now that you have a kind of a large body of work, is there one scene, if you have to show your movies to one person who had never seen any of them, is there one film you like to show amongst the other, and one scene you're particularly proud of? Oh, that's a tough question. Yes. I don't know the answer to that. I mean, I guess probably like, I mean, when people say what's your favorite of your movies, it's impossible to kind of... That wasn't the question. No, but it is the sort of question because it's like, what scene would I show? I mean, I guess like probably just because it's the recent one, I'm really proud of the Café de Paris scene in Last Night in Soho, and it's something where I guess like what it was on the page and what it was on the storyboards, it started to sort of even exceed that when we shot it. So I guess that would be the scene. I mean, I don't think that's necessarily indicative of my entire career, but it's a scene that I'm really proud of. And which film? Last Night in Soho. No, which film? Oh, well, now you're asking me to pick a favorite. No, the one who seems to be like the sum of your work. It's not exactly the same. I don't know. I don't think that's up for me to decide that. La question portait sur aujourd'hui, si vous êtes en train de parler, de discuter avec quelqu'un qui n'a jamais vu un seul de vos films, maintenant que vous êtes un réalisateur affirmé et que vous commencez à avoir beaucoup de références dans votre travail, quelle est la séquence que vous feriez voir et quel est le film que vous feriez voir comme étant le plus représentatif, ou en tout cas celui ou celle dont vous êtes le plus fier de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Et Edgar nous dit qu'en fait il ne sait pas, que c'est une question absolument horrible, parce que it's almost as asking who's your favorite kid. Et c'est presque comme demander qui est votre enfant préféré, c'est impossible. Mais vraiment, si on essaye, si on le pousse un petit peu dans ses retranchements, il nous dira que là, tout de suite, au moment où il nous parle, ça changera peut-être demain, mais là, maintenant, la séquence du Café de Paris dans Last Night in Soho, c'est quelque chose qu'il considère comme étant vraiment réussi. C'est un des rares exemples où il avait, donc, encore une fois, fait tout ça sur le storyboard, dessiné, etc., prévu quelque chose de parfait dans son esprit, et que le résultat à l'écran est encore mieux que ce qu'il avait imaginé. Donc ça arrive, encore une fois, pas si souvent que ça. Il en est très fier et très heureux. C'est sa séquence préférée, là, tout de suite, maintenant. Après, Caroline a demandé, et votre film préféré? Et là, il a botté en touche. Donc vraiment, là, ce n'est pas à lui de répondre. Now you're working on Running Man, or are you? I'm always superstitious about talking about any film that's not actually been shot. So It's not been shot. You're not. No. Oh, okay. So we won't talk about that. No problem. How do you think that? How do you like the evolution of the horror genre? It's been changing a lot nowadays. Well, I think it just stands and falls on original movies coming through, and I think probably in international cinema, it's a very different thing to maybe in Hollywood, where they start to get stuck on the same kind of like IP, and I think that's dangerous, where it's just, I don't personally want to see the same
film every 3 years for the rest of my life. So you start looking for, you know, like new films and stuff, and I think that's always, it's always going to be the future, is like original ideas or like original filmmakers coming through. And obviously a festival like this is exactly where you see some of those films and get to see them with an audience. So original ideas are still like the future, and you would hope that Hollywood would realize that as well, you know, because it's kind of, you see the things that are going into production and it is like sort of just reiterations of the same franchises and stuff. So that's not to say anything, sometimes those films are incredibly entertaining and brilliant, but like I think still the lifeblood of like the medium is about new ideas. Alors tout d'abord, la question portait sur le prochain projet de Edgar en Running Man, et Edgar me dit qu'il est un petit peu superstitieux, qu'il n'aime pas trop parler de films lorsqu'il n'a même pas commencé vraiment à les tourner, à les filmer, et donc c'est pas le cas, donc il n'en parlera pas, donc désolé pour vous. Et ensuite la question portait sur l'évolution du genre du film d'horreur. Quel est votre point de vue sur le futur probable du genre horrifique? Il nous dit que pour lui, ce qui est un petit peu dommage, c'est que les grands studios à Hollywood, les grandes chaînes de streaming, eh bien, elles ont un peu tendance à refaire tout le temps les mêmes trucs. Et il nous dit que lui, en tant que spectateur, il n'a pas forcément, il n'a pas du tout envie de voir les mêmes films à vraiment trop peu de choses près, les mêmes films être faits tous les 2-3 ans, cycliquement comme ça, les mêmes choses, encore et encore et encore jusqu'à la nausée, que c'est pas forcément ça, que c'est pas du tout ça qui l'intéresse, parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Et pour lui, l'intérêt particulièrement du cinéma de genre, c'est le renouveau. Il ne voit pas d'intérêt à refaire les mêmes choses ad vitam ou ad nauseam. Et pour lui, les petits films, les petits budgets, les personnes créatives, eh bien, il faut que ces personnes-là, que ces films-là, que ces projets-là existent. Et un festival comme celui-ci, où on peut voir ce genre de résultats, des films à petit budget, des films différents, originaux, internationaux, et on peut les voir à plusieurs dans des grandes salles, c'est là, selon lui, que se trouve le futur, en tout cas que se trouvera à un moment donné le futur du cinéma de genre. And not wanting to see the same film, is that why all your movies are so the same in some ways, some themes, but also so different? You never did the same film twice at all. Yeah, I think part of that is because, you know, films take a long time to make, and they're really, you know, just like mentally and physically exhausting. So far, like I haven't yet done a sequel to any of my movies, and that's not to say that I won't at some point, but it's just something where when you spend that amount of time on a movie, and some of the movies have been gestating for like a decade, you know, at the end of it, the last thing you want to do is do the same thing again. So far, I've been lucky enough to kind of just keep sort of trying something different, and I think it's just, you know, just the nature of wanting to like tell different stories in different genres, you know, as long as I'm able to. Et quelque part d'ailleurs, donc Caroline rebondit un petit peu sur ce qui vient d'être dit, le fait que c'est dans le renouveau qu'on trouve quelque chose d'excitant, d'enthousiasmant. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tous les films de Edgar sont si différents les uns des autres, qu'ils sautent réellement d'un genre à l'autre, parfois diamétralement opposés? Est-ce que c'est cette raison-là qui le pousse à faire des choses aussi différentes? Il nous dit que, vous savez, lorsqu'on est réalisateur, d'ailleurs lorsqu'on est n'importe quoi sur un tournage, que ce soit l'électricien ou l'acteur, il nous dit que faire un film, c'est énormément de travail, énormément d'investissement pendant très longtemps. Et lorsqu'on travaille sur un sujet, sur une histoire pendant très longtemps, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que quand on a enfin terminé, on est très content de ce qu'on vient de faire, généralement. Mais il y a la chose qu'on ne veut vraiment pas faire, c'est recommencer exactement la même chose, on ne veut pas refaire la même chose. En tout cas, pour lui, c'est comme ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en ce qui le concerne, eh bien voilà, il fait des films qui ont un style différent, une ambiance différente, une histoire différente. Et jusque-là, jusqu'à maintenant, jusqu'à Last Night in Soho, il a réussi. Et il espère que ce sera encore et toujours le cas. Talking about writing, about the stories, you always work with someone else. Is it important for you to work with other screenwriters? I think it's more fun writing with somebody else. I wrote Baby Driver on my own, but and it was the toughest of any of the screenplays to write. So I think generally, especially with a comedy, like writing with Simon Pegg or Joe Cornish or Michael Bacall, like it's much more fun writing with somebody else. And I think writing comedy solo is really be a very lonely business.
So usually I do. Once I haven't, but like it sort of depends on the project really. La question portait sur le fait que dans vos films, vous travaillez souvent, pour ne pas dire toujours, presque, avec d'autres scénaristes, avec des personnes différentes. Et pourquoi, tout simplement. Et il nous dit que, alors, c'est pas toujours le cas, donc notamment avec le film Baby Driver, qu'il a écrit tout seul. Et il nous dit par ailleurs que le fait d'écrire donc seul Baby Driver a été une expérience assez intense en termes de masse de travail et que voilà, c'était plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Et que lorsqu'il fait un film, notamment par exemple une comédie, et dans le cas de ses comédies à lui, avec Simon Pegg, avec les 2 ou 3 autres personnes avec lesquelles il travaille donc régulièrement, il nous dit que c'est formidable. C'est formidable d'écrire une comédie, c'est un genre qui se prête très très bien à l'écriture à plusieurs mains. Donc il recommencera probablement. And most of your comedies are based on a lot of slapstick. Is it a genre you really like? Sometimes you think of Buster Keaton or Jackie Chan. We talked about Jackie Chan, especially for World's End, and it's wonderful fight scene. Can you tell us a little about that? I guess just, I don't know, the physical, I mean, I guess it's something that just kind of grew up with, especially in the UK with like sort of just the amazing stuff on TV as well, and just generally being a comedy fan, I guess, in every sense. I mean, in that particular scene in The World's End was something where, you know, like, I really admired sort of Jackie Chan's kind of like sort of choreography, and then he himself was influenced by like Buster Keaton and Charlie Chaplin. So it was, and we were working on that film with the late Brad Allen, who sadly, very, very sadly passed away last year. He had worked with Team Jackie Chan in China, and so we were able to sort of bring some of that spirit to those fights, and to do it with somebody who'd actually worked with Jackie was amazing. So yeah, that was. I'm a big fan of his kind of like style of like precision in action and comedy. Oui, la question c'était est-ce que vous êtes vous-même un admirateur, un fan du slapstick, de la comédie slapstick, donc des comédies, notamment par exemple de Buster Keaton ou même de Jackie Chan à l'autre bout du spectre. Et il nous dit qu'en Angleterre, alors bien sûr, hein, il a été inspiré par Jackie Chan et par Buster Keaton, entre autres, mais il nous dit aussi qu'en Angleterre, à la télévision, il y a aussi une véritable tradition de ce genre d'humour. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la télévision, à la télévision britannique depuis déjà pas mal de temps. Et bien sûr, c'est un grand fan de Jackie Chan. Jackie Chan qui a lui-même été beaucoup influencé par le cinéma de Buster Keaton, qui lui-même a été beaucoup influencé par le cinéma de Charlie Chaplin, etc. etc. Donc il a essayé d'apporter ça dans certaines séquences de combat, par exemple dans ses films. Il a essayé de s'approcher de cet esprit-là, parce que c'est encore une fois lui-même un grand fan de ce genre d'humour et de ce genre de cinéma. And I almost forgot to talk about the Texas Switch that I really like and enjoy. Can you explain to the audience what is the Texas Switch? Maybe with a scene with Simon jumping the fences. Oh yeah, it's just I guess Texas Switch comes from westerns where like the actor's stuntman would switch with so John Wayne's stuntman would jump behind a bar, and then John Wayne would get up. So that's, I guess it's why it's called the Texas Switch. But I guess there's quite a few of them in the films, and I think if there's one in Shaun of the Dead, there sort of is one in Shaun of the Dead actually. He pulls the dart out of his head, and then he puts it underneath, and then he brings up a real dart, and it's kind of like just, so that's like a Texas Switch. And then in Hot Fuzz, he's jumping over the fences, and it's like Simon, acrobat. Or Scott Pilgrim, Michael Cera runs out of the room and then jumps through the window, and it's all happening in one shot. And then in Last Night in Soho, there's like tons of them, because like Andy Taylor-Joy and Thomas and Mackenzie are switching all the time. I mean, again, I guess that just goes back to kind of in-camera magic. It's stuff that I think whenever you show it to, like that sequence, if you show it to people, they just assume that it was all done with edits and VFX stitching, but like I like to try and do it for real. It adds an extra level of difficulty, but it's always like really fun to pull off. Oui, Caroline, de poser la question à Edgar, est-ce que vous pouvez nous parler du fameux Texas Switch, qui est une technique
pour vous expliquer brièvement, qui était notamment utilisé beaucoup aussi dans les westerns dans les années 50-60 aux États-Unis, lorsqu'on voit notamment par exemple un cow-boy, enfin John Wayne, qui saute d'une fenêtre pour tomber sur le cheval, et on voit le cow-boy qui saute de la fenêtre, qui tombe sur le cheval, et là hop, lorsqu'il tombe sur le cheval, c'est John Wayne, alors qu'avant non, le fameux switch qui permet de faire croire à certaines choses, et il nous dit que oui, en ce qui le concerne, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, et il a essayé de le faire dans presque tous ses films, sauf que lui, il a toujours pensé, en voyant les autres Texas Switch de ces années précédentes, que c'était fait avec un petit peu de montage, en coupant ici et là, et lui, il a essayé de rajouter une petite couche de difficulté supplémentaire en ne recourant pas au montage, mais en essayant de le faire avec des mouvements de caméra très très subtils, et donc il a fait des Texas Switch, il a inséré des Texas Switch dans Shaun of the Dead, dans Hot Fuzz, dans Scott Pilgrim, ou même dans Last Night in Soho, parce que c'est encore une fois un effet spécial pratique, il n'y a pas de montage bizarre, il n'y a pas d'image de synthèse, c'est juste voilà, une petite pirouette visuelle, optique, qui permet de faire des choses assez amusantes et assez réussies. And last thing, which advice would you give to a young director as you were not such a long time ago? What should people do to try to make it out? I think the thing is to just make what you want to make, not what you think people want to see. Like, I think sort of the best kind of films come from a sincerity in terms of something that the maker is really passionate about. So I think that's the thing, is I think you can always kind of feel something that feels authentic or sincere, and it's kind of like in its intentions. So that would be my advice, really. La dernière question, c'est quel serait le conseil que vous donneriez si quelqu'un venait vous voir aujourd'hui en vous demandant, en vous posant la question, voilà, donnez-moi un conseil, je veux faire un film. Quel est votre conseil, le meilleur conseil que vous puissiez donner à un aspirant réalisateur? Et il nous dit, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Ne faites pas ce que vous pensez que les spectateurs potentiels ont envie de voir. N'essayez pas de deviner ce que les gens ont envie de voir, mais vraiment faites ce que vous voulez faire, parce que ça vous permettra d'atteindre à la sincérité, d'atteindre à l'authenticité, et c'est ça qui fait, selon lui, qu'un film est réussi ou non. Et c'est fini, et c'est terminé. Vous pouvez de nouveau applaudir. That's all right.